Donc, bienvenue tout le monde à notre autre cours officiel de 420B04BB, langage de requête. On s'était laissé la semaine passée avec une série d'exercices qui commençait avec, en fait, un vestige de la semaine précédente qui travaillait sur les différentes fonctions, sur la sélection de bonnes informations. Puis, on avait aussi différentes autres questions sur les fonctions d'agrégation, puis les différentes autres commandes qui étaient rattachées à ça. Fait qu'on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on était capable de trouver avec ces différents éléments-là. Fait qu'on commence avec le premier, le vestige de notre semaine précédente. Donc, si on fait un petit rappel... se connecter ici. Donc, on avait ça de côté pour l'instant. Plus de place. On avait une colonne qui était les product names qui avait à l'intérieur de sa colonne les années de modèles d'affixer après. Donc, on avait différentes versions aussi qui étaient plus ou moins problématiques, où on avait le 2015-2016, des fois, on avait aussi d'autres qui avaient d'autres tirets à l'intérieur. Donc, on a une panoplie de différentes problématiques. En fait, c'est majoritairement ces deux-là. Là. Puis, on avait développé une première version la semaine passée qui trouvait il était où le tiret puis qui coupait le restant. Mais ça devenait un peu problématique avec les différentes variantes pour être capable de tout gérer ces éléments-là. Donc, on s'était laissé en se disant, on aimerait ça prendre une version qui est capable de prendre le product name puis d'avoir juste le nom sans le tiret et l'année. Fait que, il y avait différentes manières d'arriver à ça. Donc, moi, je vais vous en montrer une qui n'est pas la seule version possible. C'en est une parmi tant d'autres. Mais le principe, c'est, j'avais dit d'aller regarder dans les différentes fonctions de chaîne de caractères pour être capable de travailler avec ça. Donc, la caractéristique sur laquelle je vais m'attarder, c'est le principe que, oui, OK, il y a quand même un tiret avec une année, puis c'est ça qu'on veut quand même déliter, là. OK? C'est ça qu'on veut comme enlever de la chaîne. C'est juste que, parfois, le tiret, il n'est pas nécessairement à la 8e case à partir de la fin, à partir de la droite. Des fois, il y a comme 2 années. Des fois, il faut être capable de mieux trouver il est où le petit tiret de la fin. Puis, ça se peut que ce ne soit pas le premier tiret de la chaîne de caractères. Fait que ça va être le premier tiret, mais à partir de la fin. OK? Puis nous autres, la problématique qu'on avait, c'est qu'on s'était dit, OK, pas de problème, je vais essayer de trouver avec char index, essayer de trouver le tiret de la colonne. Donc, quand on fait ça, ça nous dit il est où le tiret, mais là, la problématique qu'on avait trouvée, c'est que quand on a plusieurs tirets, le tiret, il est à 22, c'est celui-là ici, c'est pas celui-là de l'année qui est problématique. Fait que on veut essayer de trouver le bon tiret, en fait, pour être capable de travailler avec ça. Fait que ce que nous, on va faire, pour être capable de trouver la position du bon tiret, c'est de travailler avec la fonction reverse. Donc, la fonction reverse me permet d'avoir l'inverse de la ligne. OK? Donc, avec l'inverse de la ligne, si je recherche un tiret, je vais être capable de trouver le premier tiret qui est en fait à droite. Là. Mais là, ça va être le premier tiret que je vais avoir trouvé dans ma liste.
Hein? Fait qu'on a cette possibilité-là où c'est que j'ai le reverse, puis là, je peux trouver le char index. Je veux un tiret, mais je le veux à partir de l'inverse des noms. Donc, je peux voir ici que ça me donne hein, le 6666666. Puis là, ici, ça me donne hein, le 11. Ça me donne 666. Ça me donne le 11. Donc là, ici, ça me permet de gérer ceux qui sont plus grands que l'élément spécialisé. Là. Donc, ceux qui sont avec plusieurs années. Fait que là, je vais être capable de trouver comme dans l'autre sens de cette position-là. Encore une fois, il y a différentes manières de faire. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Donc, ce que je peux décider de faire, c'est de dire, ben, j'aimerais ça trouver la taille de ma chaîne moins ça. Hein? Fait que je pourrais dire le length, le len de product name. Moins mon char index. Là, le principe, c'est que ça va me donner, ben, si, mettons, je regarde le premier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu vois, il y a au 10e notre espace. Si on regarde, admettons celui-là, le 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, je peux voir ici, le prochain, il n'y a rien. Ben, c'est aussi qu'il tirait. Fait que si on regarde aussi ceux qui ont plusieurs tirets, comme celui ici, on peut voir que c'est 38. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Fait qu'on peut voir que lui aussi, c'est le dernier tiret qui est représenté. Avec cette nouvelle position-là, je vais être capable de prendre l'information puis dire, ben, moi, je veux de la gauche ce nombre de caractères-là. Donc ici, j'ai left. Et puis left, il prend la colonne en premier. Fait que je veux product name. Et ensuite, je veux comme deuxième paramètre ce nombre-là. La parenthèse trop vite. Fait que je veux à partir de la gauche de product name aller chercher ce nombre de caractères-là. Et là, si je regarde, j'ai maintenant les versions correctes pour toutes ceux normales. Si on s'en va voir les versions bizarres, donc quand on a des années spéciales, même principe. Quand on a plusieurs tirets, quand on a plusieurs tirets avec l'année en double, ok, fait qu'on peut voir ici tous nos différents cas sont maintenant gérés correctement pour juste me donner le nom du produit sans le nom de l'année de sortie à l'intérieur de la colonne. Fait que le truc, c'était de trouver le tiret qui était là à partir de la droite. Pour être capable de faire ça, on pouvait utiliser la fonction reverse qui me permet de renverser la chaîne
puis là, de trouver la position, puis là, de faire un petit peu de calcul par rapport à la taille de la chaîne pour trouver la position de notre élément qu'on voulait. Et ça, c'était notre premier, qui était en fait un vestige des semaines passées, donc c'était l'utilisation de fonctions de chaîne. Allons voir les différents exemples, les différents exercices avec les fonctions d'agrégation. Donc, on voulait commencer en trouvant les prix moyens, le prix moyen des différents produits. Fait que si on s'en va voir les différents produits, je veux CTRL F5. Donc, les différents produits, on avait les prix à l'intérieur. Donc, moi, je veux être capable de travailler avec cette colonne-là. Fait que je peux juste aller chercher list price. Puis, maintenant que j'ai les différents prix, si je veux trouver la moyenne, je peux utiliser la fonction d'agrégation average qui me permet, OK, puis là, je peux même la renommer pour me donner le prix moyen, OK, de tous les produits. Donc, les fonctions d'agrégation me permettent de prendre une colonne et d'utiliser toutes les informations de toutes les lignes pour faire une accumulation, faire une agrégation des différentes valeurs à l'intérieur d'une fonction statistique. Le minimum, maximum, moyenne, la somme, OK, le dénombrement, toutes des choses qui existent. Ensuite, je veux avoir le nombre de marques qui contient un espace. On va aller voir c'est quoi les différentes marques. Donc, on te parlait de la table Brands. On commence avec on va aller voir ici les différents brands. Puis là, ici, il faut trouver ceux qui ont un espace. Comment je fais pour essayer de voir si on a un espace? Ben, on peut utiliser le char index, comme on a fait tantôt, démontrer qu'on a un espace, puis dans le brand name, j'essaie de trouver un espace. Fait que là, juste voir qu'est-ce que ça donne comme résultat pour essayer de trouver comment les filtrer par la suite. Hein. Ben, je peux voir ici que tous ceux qui ont un espace, ben, ça me dit un nombre. Puis ceux qui n'ont pas d'espace, ils me donnent comme résultat 0. Fait que si je veux filtrer différentes lignes, j'ai vu que je peux utiliser le where, être capable de filtrer les éléments. Donc, avec le where, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, je reprends qu'est-ce que j'ai fait dans mon select. Puis là, je veux dire, ben, je ne veux pas avoir 0. OK? Fait que là, je pourrais dire différent de 0 ou sinon n'importe quoi qui est plus grand que 0 aussi, c'est correct. Fait que là, ici, ça me permet d'avoir juste le bon nombre de lignes. Mais là, moi, ce que je veux, c'est de trouver le nombre de marques. Là, je n'ai pas trouvé nécessairement le nombre. J'ai juste filtré. S'il y en aurait genre 58, je ne saurais pas facilement les compter directement. Donc, on avait une dernière chose à faire où on pouvait utiliser le count. Donc, le count me permet de décompter le nombre de lignes d'un résultat. Donc, quand je change ça pour un count, ça me donne le résultat final qui était 2. Donc, ça compte le nombre de lignes. Il me restait juste 2 lignes après le where. Donc, c'est ça le nombre de marques qui contient un espace. N'hésitez pas si vous avez des questions, interrogations ou problématiques que vous avez eues. Je prends votre silence comme tout va bien, on a réussi, ou on était juste sur le bord, puis là, tu viens de nous illuminer. On continue donc. Donc, je veux trouver le nombre de produits. Donc, déjà là, le nombre de quelque chose, dans ma tête, c'est comme, OK, ça sonne comme un count, là. Mais pour chaque
année de modèle. Donc, un pour chaque, ça sonne comme un regroupement. On avait vu les group by dans le dernier cours. Donc, si on retourne voir nos produits, on peut voir qu'on a le model year qui est disponible. Puis, moi, je veux aller trouver le nombre de produits pour chaque année de modèle. Donc, le principe, c'est que je sais que je vais vouloir regrouper par année de modèle. Puis là, le principe, on se souvient que quand on est dans ce mode-là, quand on fait un group by, dans notre select, on ne peut plus utiliser on peut plus utiliser n'importe quoi. On peut seulement utiliser les colonnes qui étaient dans le regroupement. Hein, fait que je peux mettre model year. Je suis capable d'écrire model year. Puis je peux aussi utiliser des fonctions d'agrégation. Puis le principe, c'est que cette fonction d'agrégation-là va se faire sur chacun des regroupements qui a été fait par le group by. Fait que si je fais un count étoile, le principe, c'est que lui a fait 4 regroupements pour chacune des années des modèles qui sont disponibles dans la base de données. Puis lui, il va faire un décompte avec le count. Donc, on a ici les 4 années. Puis, pour chacune des années, on a le décompte de il y a eu combien de produits à l'intérieur de ce regroupement-là. Donc, le nombre de produits pour chaque année. Donc, pour chaque année, on a le nombre de produits. Si on voulait, on pourrait aussi mettre juste un petit NB, juste pour donner le nom de la chose. Donc, on a ici le principe du regroupement, du group by, puis de l'utilisation de fonctions d'agrégation avec le regroupement. Si je voudrais, je pourrais aussi trouver, mettons, le prix moyen par année. Hein? Donc, le principe, c'est que je peux utiliser n'importe quelle fonction d'agrégation pour être capable de trouver ça. Donc, on peut voir ici le prix moyen, des choses. C'est pas ce qu'on cherchait, on va revenir. Ouais. C'était juste perdu. OK. Parfait. Dernière. Oui, j'ai une question de Yusri. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, ça pose pas des problèmes si on lève l'étoile après select? Donc, ici? Oui, parce que d'habitude, select étoile, from, et après group by ou bien order by. L'étoile, monsieur. Eh ben, là, la seule étoile que j'ai en ce moment, c'est ici. Je sais pas de quelle autre étoile tu. Oui, dans le contexte général, monsieur, Mhm. select étoile, Ouais. from. Je parle de l'étoile, monsieur. OK, puis c'est quoi ta question? Je veux juste être certain de bien répondre. On dit, bon, on a. Euh, oui, normalement, select, oui, c'est ça, normalement, le syntaxe en général. OK, puis c'est quoi ta question par rapport à ça? L'étoile, au niveau de l'étoile, monsieur. Pourquoi tu as enlevé l'étoile? OK. Normalement, select étoile et après les instructions. Mhm. Fait que le principe de select étoile, OK, je vais le refaire ici. Le select étoile, c'est un raccourci pour aller écrire toutes les colonnes. OK? Fait que le select étoile, c'est comme si j'avais écrit product ID, product name, brand ID, catégorie ID, model year et list price. Donc, on voit que ça donne le même résultat. Donc, le but de l'étoile, c'est juste de ne pas avoir à écrire tout ça de manière manuelle. Là, la problématique avec la dernière question, c'est que quand on commence à faire des regroupements, hein, donc si je fais un group by, puis je fais le group by par model year, on avait vu que quand on utilise le group by, ça change un peu le mode de gestion du select.
où c'est que là, je peux plus juste mettre n'importe quelle colonne. Non. Je peux juste mettre les colonnes soit du regroupement ou des colonnes qui utilisent des fonctions d'agrégation. Je ne peux pas mettre des colonnes random qui vont avec. Fait que si j'utilise l'étoile, ben l'étoile va commencer à essayer de mettre des colonnes qui n'ont pas rapport, puis qui va causer une erreur dans l'instruction. C'est pour ça que quand on utilise le group by, on ne peut pas commencer à utiliser l'étoile pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, les différentes colonnes ne sont pas admissibles dans le select. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, merci, monsieur. Oui. Parfait. Donc, on a trouvé le nombre de produits. Il nous reste trouver les identificateurs des marques ayant des produits qui sont en moyenne plus chers que 1000 $. Fait que on veut commencer encore une fois avec notre select étoile, juste pour se remettre puis se dire qu'est-ce qui se passe dans cette table-là. Donc, on a les différentes marques, hein, on se souvient que c'est les brands. Fait qu'on peut voir ici qu'on a des brand ID. On ne sait pas c'est quoi le nom de la marque spécifiquement, mais on sait qu'on a un identificateur. OK, fait que là, ici, je veux être capable de les regrouper par identificateur, puis être capable de trouver la moyenne de ces produits-là. Fait que, encore une fois, je vais pouvoir utiliser le group by, où c'est que là, je peux utiliser le brand ID. Là, encore une fois, hein, si j'essaye, ça ne marche pas directement parce que le étoile ne fonctionne pas, parce que toutes les colonnes ne sont pas admissibles avec le group by. Fait que je peux aller chercher le brand ID qui va me dire les différentes brands possibles. Puis là, moi, par brand, je veux avoir les prix moyens. Fait que je peux utiliser la fonction average, aller chercher le list price hein, qu'on a vu tantôt comme colonne. Puis là, j'ai le prix moyen de chacune des marques. Mais là, c'est pas ça la question. Moi, je veux ceux dont le prix moyen est plus cher que 1000 $. Donc, je veux juste garder ceux qui ont plus de... les brands qui sont comme plus fancy, là. OK? Fait que, pour être capable de filtrer des valeurs, mais filtrer des valeurs après un regroupement, après le group by, on avait vu qu'on avait le having qui était disponible, qui marche sensiblement comme le select. C'est juste que le having s'exécute après le regroupement. Fait que je peux faire le having avec mon list price. Puis je peux dire que je veux qu'il soit plus grand que 1000. Puis là, en exécutant ça, il devrait me rester seulement les différents brands, puis les prix qui existent, qui sont plus grands que 1000 $. Qu'on n'est pas pire avec ça. Ça fait le tour des différents exercices qu'on voulait faire de la semaine passée. J'ai mis sur le site de cours, être certain que je dis la bonne chose. Oui, donc j'ai mis sur le site de cours un fichier de solutions agrégation. Donc, c'est les solutions qu'on vient tout juste de voir ce matin. Donc, vous pouvez aller télécharger ce fichier-là pour aller comparer vos différentes solutions sur qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Super! Donc, on va pouvoir commencer la partie de magistrale de cours où c'est qu'on va apprendre des nouvelles choses. Fait que, ici, on termine en fait avec un élément intéressant hein, dans notre réponse. J'ai des prix, j'ai des brands, mais si je veux aller savoir c'est quoi le brand numéro 3, il faut que je fasse un autre select. Hein? Fait que, hein, pour que je dise, OK, ben, OK, fait que là, le 3, OK, c'est color, OK. Puis le 8, OK, c'est 30. Fait que là, de faire ce back and forth là,
c'est pas exactement la chose la plus conviviale. Donc, on va regarder aujourd'hui le principe de jointure de table qui va nous permettre de prendre des informations de différentes tables puis de les combiner ensemble pour avoir un résultat qui combine les résultats, qui combine en fait les deux tables puis qui les joint ensemble, c'est le terme, hein, ou les merger ensemble, ou les combiner. Donc, les jointures vont me permettre d'avoir, oui, cette information-là, mais aussi l'information de l'autre table pour être capable d'avoir un résultat qui a toutes les informations directement. Pas obligé de faire du back and forth entre différents résultats. On va aller ouvrir une nouvelle affaire. On est dans Bike Stores pour être capable de bien voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que pour être capable de comprendre les différentes jointures, on va premièrement regarder c'est quoi les options possibles. Donc, pour aller regarder ça, on va changer l'écran. Puis, on va aller regarder un petit exemple qui va nous donner les grandes lignes. Donc, j'ai mis le lien sur Léa. Je le mets aussi dans le chat si vous voulez suivre en même temps. Donc, le principe de jointure, ça me permet de combiner des données de plusieurs tables. Pour bien comprendre, il faut voir qu'il existe différents types de jointures. Donc, il y a le inner join, le left puis le right join, le full outer join puis le cross join. Statistiquement parlant, le inner join, c'est celui qu'on va faire 99% du temps. OK? 95% du temps. Puis parfois, il va y avoir le left puis right join. Les autres, c'est vraiment des cas très atypiques, là. Fait que ça va vraiment être le inner join sur lequel il faut maîtriser parfaitement. Puis il faut comprendre le left et right join. Les autres sont un peu moins utiles dans la vie de tous les jours. Fait que le principe, c'est pour tester ça, on va se créer une petite table. OK? Donc, dans un schéma quelconque, on va se créer deux tables. Ouais, OK, ça a marché. Puis là, on va aller mettre du stock dans les deux tables. OK. Parfait. Fait qu'ici, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de créer deux différentes tables. On va faire deux select. Juste pour voir c'est quoi. Ici, il n'a pas refait sa connexion, mais c'est pas grave. On va le faire reconnecter juste par principe. Comme ça, il va être capable de les voir correctement, non? Pas grave. On a les deux éléments. Donc, si on regarde ici, on a deux tables, une table de candidats et une table d'employés. Puis on peut voir qu'on a des personnes qui sont communes aux deux, mais pas tous. OK? Puis les ID ne sont pas non plus nécessairement reliés d'un endroit à l'autre. Fait qu'on a ces deux tables-là, puis on va utiliser ces deux tables-là pour être capable de voir toutes les différentes versions. Oups, attends, on va revenir ici. Ici, j'ai mes éléments. Donc, j'ai mes deux tables. OK? Donc, juste de voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. J'ai des différentes personnes, puis j'ai des ID différents.
on va utiliser ça pour être capable de voir c'est quoi les options possibles avec les différents types de jointures. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour être capable de merger ensemble des éléments. Donc, pour le principe de jointure, on va aller voir aussi c'est quoi la syntaxe possible. Donc, on va aller sur le site de Microsoft pour aller regarder comment fonctionne la syntaxe. Donc, le principe, encore une fois, on a les 5 types de jointures possibles. Inner join, left, right, full, puis cross. Là, derrière, il y a des manières de faire. Là. Nous autres, on n'ira pas voir ça directement. Fait que si on regarde comment est-ce qu'on fait pour gérer la syntaxe de ça, donc ce qu'on peut regarder, c'est quand on a le from avec une jointure. Je vais mettre ça un petit peu plus gros. Quand on a le from avec une jointure, je vais avoir la première table, je vais avoir le type de jointure, je vais avoir la deuxième table, puis après ça, facultativement, je vais avoir un on qui va me dire une condition de jointure. OK? Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce que un exemple, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces éléments-là. Fait qu'on va commencer avec le inner join, qui va me permettre de prendre les éléments communs aux deux tables, puis de les faire rejoindre ensemble. Donc, si je regarde ici, si je regarde entre mes deux tables, donc j'ai ici mes candidats, j'ai ici mes employés, quels sont les éléments communs aux deux tables? Bien, je peux voir ici que j'ai John et Jane qui sont dans les deux tables des deux bords. Les deux autres, Eli Bosch, Peter Drucker, Michael Scott puis Jack Sparrow, ils ne sont pas communs aux deux. Fait que le inner join va me permettre de aller prendre les éléments qui sont communs entre deux tables. Regardons quel est on va mettre ça un petit peu plus gros aussi. Quelle est la commande qui me permet de faire ça? Fait que si je regarde, j'ai le from, OK? J'ai le nom de ma première table. Puis là, ici, en passant, on peut mettre un alias aussi à la table. OK? Ça va être intéressant de mettre des alias sur les tables parce que quand je vais utiliser des noms de colonnes par la suite, si le nom de colonne existe dans plusieurs tables, il va falloir que je spécifie c'est quoi la table, hein, laquelle table qui utilise telle colonne. Parce que là, le principe, c'est que je veux dire, je veux avoir mes candidats, je veux avoir mes employés, puis là, je veux aller chercher les éléments communs qui ont les deux le full name. Mais là, les deux tables ont la colonne full name. Fait que comment je fais pour spécifier, ben là, ça c'est la colonne full name de candidat, puis ça c'est la colonne full name des employés, ben c'est là que je peux utiliser, comme on avait vu avec les noms de colonnes, je peux mettre un alias après le nom de la table. Fait que là, ça me permet de, à la place d'utiliser HR.candidate, je peux juste utiliser le nom C directement pour faire référence à cette table-là. Fait que j'ai une première table, j'ai une deuxième table avec un inner join, donc c'est comme qu'est-ce qu'on a vu ici. Donc on a une première table, on a le type de jointure qui est le inner join, on a une deuxième table, puis après ça on va dire, ok, c'est quoi les éléments que je recherche comme étant communs? Fait que ici, le on fait une comparaison, puis on dit, prends de la table E, de la table HR.employees, hein, parce qu'elle a été renommée E, regarde la colonne full name, puis essaye de la coordonner avec la colonne candidat, avec la colonne full name de candidat. Puis là, si je regarde le résultat, je peux voir que aussi, si on regarde qu'est-ce qu'il a nommé comme colonne, il a renommé les colonnes pour que ça soit très clair de quelle table ça venait. Hein? Ça a pris les colonnes des deux, puis ça les a
joiner ensemble. Là. Donc, si on regarde le résultat par rapport à nos deux tables, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les éléments qui étaient communs ensemble. Et je vais faire ça comme ça. Puis là, il les a rapiécés côte à côte. OK, donc il a collé la ligne John Doe avec la ligne John Doe, il a collé la ligne Jane Doe avec la ligne Jane Doe. Fait que là, j'ai un ID 1 du côté des candidats, puis l'ID 1 et 4 du côté des candidats, puis l'ID 1 et 2 du côté des employés. Puis je peux voir que ces différentes valeurs-là, OK, se rapiècent aussi ensemble. Fait que le principe du inner join, OK, on peut le représenter par ce petit graphique-là, c'est entre toutes les lignes de la table candidat, puis entre toutes les lignes de la table employé, moi, je vais aller chercher seulement ceux qui apparaissent dans les deux en même temps. Et je vais être capable de prendre tous ces éléments-là qui apparaissent seulement dans les deux. Donc, le inner join me permet de trouver les éléments communs entre deux tables et d'être capable de rapiécer toutes les colonnes de ces deux tables-là pour qu'ils soient collés gauche à droite sur les lignes qui sont communes. On a ensuite le left et right join. Donc, le left et right, ça va être le même. Dire, est-ce que c'est un thumbs up que c'est cool ou c'est une question? Une question. OK. Le inner join, Oui. est-ce qu'on peut le remplacer par un autre select? Select dans un select. On va voir que n'importe où il y a une table, OK, on va pouvoir le remplacer par un autre select, OK, qui s'appelle un subquery, OK, ou une sous-requête. Mais c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard, je pense la semaine prochaine en fait. D'accord. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on commence à tomber dans le stock avancé, là, où c'est que là, on va commencer à faire des choses pas mal plus flyées. Là. Mais oui, on est capable de remplacer une table juste existante par quelque chose de plus éphémère ou quelque chose qui est plus dynamique. Fait qu'on a le inner join, on est en train de regarder le left join. Fait que, même principe, j'ai le select entre mes tables candidats, mes tables employés, mais là, à la place d'utiliser le inner join, on se souvient, le inner join prend les éléments qui sont communs aux deux tables. Le left join, si on regarde son petit diagramme, lui va prendre tous les candidats, okay, donc toute la table de gauche, puis ceux qui sont aussi les employés vont être capables de rajouter l'information. Fait que si on regarde c'est quoi le résultat final par rapport à nous, qu'est-ce qu'on a comme nos deux tables. Fait qu'on a notre première table de candidats. Puis là, si on regarde, le left join, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre tous ceux-là. OK? Donc, si on regarde dans le résultat, toutes les différentes valeurs des candidats sont là. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que après ça, il va regarder, qu'est-ce que j'essaie de faire la jointure? Dans les employés, lesquels que je peux comme rapiécer sur le reste. Fait que si je retourne voir mon résultat, je peux voir que le John Doe puis le Jane Doe, les colonnes ont été recollées puis sont disponibles. Si on n'avait pas de correspondance, donc il y en avait deux qui existent juste dans les candidats mais qui n'existent pas dans les employés, dans les colonnes, il va y avoir juste des valeurs nulles. Donc rien de plus là-dedans, juste des valeurs nulles. Fait qu'on a le left join qui me permet de prendre tous les employés. OK? J'y prends toutes. Puis ceux qui ont une concordance, tant mieux, je les rajoute. Puis ceux qui n'en ont pas, ça devient des valeurs nulles. On a aussi une variation
qui s'appelle, si on regarde ici, là, on a le left, puis on a entre crochets, hein, donc facultatif, le outer join. Donc le left outer join change un peu la donne, ok? Ou c'est le même principe que j'essaie de prendre toutes, mais je prends toutes en enlevant tous ceux qui sont employés. Donc en fait, c'est de dire je vais prendre les candidats qui ne sont pas employés. Fait qu'on peut voir ici, le résultat, c'est juste les candidats qui ne sont pas aussi employés. Hein. Si on regarde notre liste, le John Doe, Jane Doe qui sont dans le deuxième ne sont pas dans notre résultat du left outer join. OK? C'est juste une soustraction dans ce cas-là. Il y a différentes manières de faire le outer join. Tu peux utiliser le text outer join. Ou sinon, tu peux aussi le faire avec un left join, avec un where, où je vais chercher les éléments qui sont nuls. Hein, parce que si je regarde ce résultat-là, je peux prendre ma table et dire, ben, donne-moi tous ceux où dans cette colonne-là, c'est nul. Hein, puis ça va automatiquement être ceux qui ne sont pas des employés en même temps. Donc, il y a deux manières de faire pour le outer join. On a aussi le principe de right join. Le right join, c'est la même chose que le left join. Okay? Il n'y a pas de différence entre les deux, c'est juste que ça va faire celui de la droite à la place de celui de gauche. Donc, il n'y a vraiment aucune distinction. En fait, derrière, il en implémente juste un, puis il va juste flipper ta requête s'il fait l'un ou l'autre. Donc, il n'y a rien de différent entre le right et le left join. C'est juste savoir de quel bord qui va prendre les valeurs, de quel bord il va juste aller prendre les concordances. Fait que left puis right join, même principe. Après ça, on a le full join. OK? Donc, le full join, lui, le principe, c'est que ça va tout prendre. Ceux qui concordent et ceux qui ne concordent pas. Donc, si on regarde le petit dessin, c'est juste tout sélectionné. Puis, on a après ça le résultat. Fait qu'on a ceux qui concordent ont une ligne remplie, mais ceux qui ne concordent pas ont une moitié qui est avec des nuls. Puis, l'autre moitié qui ne concorde pas de l'autre bord ont l'autre moitié qui ne marche pas. Fait que le full join, ben, c'est ceux qui... Ben, ça remplit toutes les lignes de toutes les deux tables sans concordance spéciale. On a aussi le principe de full outer join. Donc, encore une fois, le même principe où quand c'est le outer, hein, c'est l'extérieur, le out. Donc, ça ne va pas prendre ceux qui sont communs. Ça va juste prendre ceux qui sont soit juste candidats ou soit ceux qui sont juste employés. OK? Il n'y a pas d'entre-deux. Fait que le outer join me permet de... le full join me permet de prendre toutes. Et le full outer join me permet de prendre toutes sauf ceux qui ont une concordance. Il reste le cross join, mais celui-là, c'est pas c'en est pas un qu'on utilise vraiment, là. Fait que c'est pas quelque chose qui est utile de voir. C'est en fait un qui permet de construire les autres. OK? Fait que c'était un initial, mais il n'y a pas personne qui va utiliser ça pour des bonnes raisons en SQL. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Si on se donne un petit exemple, attends, je vais prendre ça ici. Je veux, c'est ici. Fait que si on se donne un exemple sur qu'est-ce que nous, on vient de faire tantôt. Attends, on va le reprendre ici. OK. Ou, fait que je prends mon select, toile, production.products. Fait qu'à l'intérieur de ça, j'ai des brand ID, j'ai aussi des catégories.
Hein? Fait que j'aimerais ça avoir dans ce résultat-là le résultat de mes catégories. Hein? Que je sais que j'ai des catégories de disponibles. Fait que là, j'aimerais ça que ça soit disponible directement dans le products. Fait que ce que je peux faire, c'est de faire un inner join sur mes catégories. Et là, le principe, c'est qu'il faut que j'y dise, parce que si j'essaye juste ça directement, là, il n'est pas capable de faire un inner join sans le on. OK? Fait que j'ai... On va le mettre en... Puis là, il faut que je dise sur quelle colonne il va falloir trouver des correspondances. Puis là, si on revient avec notre select initial, juste pour les voir, production... point virgule ici pour que ça... Il faudrait que je mette un from. Donc ici, le principe, c'est que j'ai un catégorie ID dans les products. Puis dans les categories, j'ai aussi un catégorie ID. Donc quand on a des tables standards, hein, avec des clés étrangères, avec des clés primaires, les jointures vont habituellement se faire sur ces indices-là. Donc ici, quand je veux faire mon inner join, je vais dire, puis là, encore une fois, il faudrait que je mette production.products.category ID est égal à production.categories.category ID. Donc ça ici, si j'essaye ça, je vais voir que oui, ok, j'ai ma table de produits, mais collé à cette table de produits-là, j'ai le catégorie ID là. Puis on peut voir ici que en faisant un inner join, ça a été chercher ceux qui étaient identiques. Fait que 4 pour 4, 3 pour 3, 3 pour 3, 2 pour 2. Donc, même si la table catégorie avait seulement un élément par catégorie ID, puisque lui, il y en a plusieurs, ben, il va venir le copier plusieurs fois. Fait que là, ça fait en sorte que je peux aller, admettons, chercher product name, virgule, catégorie name. Et là, je peux voir que j'ai les catégories directement sur les différents vélos. Là, pour se simplifier la vie, on avait parlé tantôt d'alias. Donc, quand je nomme quelque chose dans mon from, je peux lui donner un plus petit nom qui me permet d'aller chercher juste l'information. Fait qu'habituellement, j'utilise la première lettre de la table, là, si tout fonctionne, pour que ça soit pas trop un petit peu plus facile et convivial d'accès. Donc, on a le inner join qui me permet de se faire sur une colonne. Habituellement, ça va être sur une colonne d'identification qui va me permettre d'aller chercher, hein, donc si je refais le étoile, qui va me permettre d'aller chercher, oui, une première table, mais qui va être capable de faire la jointure puis de venir coller une deuxième table pour aller chercher toutes les informations qui viennent avec. Super. Donc, on a cette première partie-là. On va aller regarder quelques exemples des autres jointures, mais avant ça, on va se prendre une... Ouh! Non. Siri, chut. Oh, avant ça, j'ai une question de Sine. Monsieur, le C dans la structure n'a pas d'importance. Non, ici, c'est moi qui ai décidé que c'était le nom, la première lettre du nom. J'aurais pu marquer, OK, banane. Et... OK, donc c'est juste un alias que moi j'ai donné, puis le but c'est de réduire la taille de la requête. OK, fait qu'habituellement on va prendre une ou deux lettres pour que ce soit une représentation facile et conviviale d'une table. OK, merci. Parfait. Fait qu'on va se prendre une
petite pause. Revenons à 9h10. Fait que pause, retour, 9h10 pour aller regarder d'autres exemples de jointure. On se revoit dans quelques minutes. Donc, on s'était laissé avec le principe de jointure. Et on s'était donné un exemple avec le inner join qui me permettait de faire concorder des éléments communs aux deux tables. On va aller regarder aussi quelques exemples avec d'autres types de jointures, particulièrement, mettons, le left, puis on se souvient que le right, c'est le même principe, mais de l'autre bord. Donc, on avait, si on reprend quelques petites tables, bon, on a, oups. Okay, ici, on va regarder ça ici. Fait que on a, bon, encore une fois, notre table de produits. Puis, dans notre table de produits, on a différents produits. Chaque produit a son product ID. On a aussi une table qui est les order items. Donc, on a une table de vente, de c'est quel item qui a été vendu. Donc, je peux voir ici, j'ai le product ID de chacune des ventes. Fait que là, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est de commencer à se demander, OK, oui, j'ai des order items, quels sont ceux qui ont ou pas des commandes un par rapport à l'autre. Fait que pour être capable de faire ça, je veux voir la liste des différents produits. Select étoile from production.products. Mais là, j'aimerais ça avoir relié à ça les order items qui ont été faits. Fait que je peux faire un inner join sur les order items. Puis, encore une fois, pour s'aider un petit peu, on va mettre des alias. Fait que PPO. Puis là, on va pouvoir dire, je veux le faire sur P.productID qui est égal à O.productID. Pardon, pas un inner join, moi je veux le left join à ce point-ci. OK, fait que là ici, quand je fais ça, je peux voir les order ID avec la gestion du product name. Là, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est de voir des genres de choses qu'on pourrait se demander. C'est, OK, ben là, j'ai tous les différents product names. Puis tous ceux qui ont des order ID ont été reliés. Là, la question que je pourrais avoir, c'est est-ce que j'ai des produits qui ne se sont jamais vendus? Fait que le principe, c'est que j'ai les order ID, qui ont été reliés avec les product ID. Il y en a-tu qui restent dans la liste de produits qui n'ont pas eu rien de ça? Fait que pour être capable de trouver ça, je peux me faire un filtre. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est un left outer join. Puis là, je vais dire, ben, est-ce qu'il y en a où c'est que le order ID est nul? Puis là, je peux voir ici que oui, il y en a là. Donc, dans mon left join, donc si je reviens ici, j'ai fait ici un left outer join. Fait que j'avais mes produits. Puis j'avais mes order items. Puis là, j'ai gardé seulement les produits qui n'ont pas eu de order items. Fait que ça fait en sorte que j'ai seulement la liste des produits qui n'ont jamais été vendus. Fait que là, peut-être que
faut que je me pose des questions dans ma business. Est-ce que je veux garder ces produits-là? Est-ce qu'ils sont trop chers? Est-ce que, tu sais... Donc, on a des possibilités de ce côté-là en utilisant le left outer join. On est capable aussi de faire des jointures de plusieurs tables ensemble. OK, donc le principe, c'est que si je retourne voir... En fait, si je regarde mes order ID, mes order items, j'ai à l'intérieur des order ID, là, okay, qui, eux autres, viennent de sales.orders. OK, fait que j'ai des order ID qui me dit c'est quoi le statut, c'est de quel. OK. Donc, si, admettons, je veux avoir les produits, de quel ça a été vendu, puis à qui ça a été vendu, tout ça à l'intérieur d'une seule table, je suis capable de prendre, mettons ici, non, je vais nommer P, là je peux faire donc, on va faire un inner join. Non, en fait, je veux juste une fois les produits. Je peux faire un left join. Où c'est que j'ai mes sales, j'ai mes order items. On va l'appeler I, parce qu'on va garder le O pour l'autre. On garde le on, fait que p.product ID, i.product ID. Puis là, je peux faire un autre left join sur mes orders. Lui, on va l'appeler O. Puis lui aussi, on va le mettre sur order ID, puis on a les systèmes.order ID. Encore une fois, le principe, c'est qu'on peut faire la jointure entre chacun. Hein, donc, si on regarde, j'ai un petit... dessin qui représente qu'est-ce qu'on recherche là. Donc, je vais lier tous mes produits, puis je vais être capable d'aller voir les order items de ces produits-là, puis de ces orders-là, je veux voir c'est quoi le order qui a été fait. Que si on exécute ça, et que là, je peux voir que oui, ok, j'ai mon produit. Je peux voir le order qui a été fait. Puis je peux voir c'est qui le customer, c'est quoi la date, puis toutes les informations qui viennent avec. Fait que si on veut avoir juste, mettons, des informations pertinentes, je pourrais avoir juste une liste de colonnes et différentes tables. Hein, fait que je veux avoir c'est quoi le nom du produit, je veux savoir c'est quoi le order, je veux savoir c'est quoi l'item, puis je veux savoir c'est quand est-ce que ça a été commandé. Fait que je vais chercher des informations de 3 tables différentes pour être capable d'avoir juste le résultat que je veux avoir. Donc je peux voir ici, ok, j'ai un gros order, ça a été fait la même date, là, il y a différentes dates ici, puis on peut commencer à aller regarder des choses intéressantes avec ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait. Fait que prochain élément qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être une autre instruction de consolidation d'informations. Hein. Le jointure, ça me permet de coller des colonnes ensemble, hein, où c'est que je fais une jointure sur les bonnes lignes. Là, on va aller regarder un autre type de collage qui va être
l'opération sur des ensembles, l'opération sur des sets, on va aller voir la commande d'union. Donc, la commande d'union me permet de copier des lignes entre deux tables. Donc, prendre une batch de lignes d'une table, une batch de lignes d'une autre table, puis de les coller pour que ça devienne toutes des lignes ensemble. Ça me permet de consolider des informations qui sont semblables, mais qui n'ont pas nécessairement de lien précis comme un lien avec un numéro d'identification ou un autre élément de ce genre-là. Fait que ça va prendre deux différentes requêtes. Ça va prendre les résultats des deux requêtes pour que ça devienne comme un méga résultat de une méga requête. Ça ne va pas non plus faire de comparaison entre les deux. Ça va vraiment faire les deux requêtes de manière individuelle, puis ça va juste copier les résultats. Il n'y a pas de je regarde, est-ce que ça concorde avec quelque chose? Ça fait juste prendre les résultats puis les copier. Fait que le principe de l'union, c'est il faut juste que les deux sets de résultats que je veux coller ensemble fonctionnent. Fait qu'il faut avoir le même nombre de colonnes dans le résultat. Puis il faut que les types de données des colonnes soient compatibles ensemble. Fait que comment fonctionne la syntaxe de l'union? Je vais aussi vous envoyer le lien dans le chat. Le lien est aussi disponible sur Leia. Donc, pour l'union, le principe, c'est d'avoir deux requêtes. Donc, on a une première requête, on a le mot union, puis on a une deuxième requête. C'est vraiment ça le principe qui travaille avec les deux. Fait que on va se donner un exemple pour bien voir à quoi ça peut servir et pourquoi est-ce que je voudrais utiliser l'union. Donc, on va aller regarder deux différentes tables. On va mettre des points-virgules ici pour que ça puisse être gentil. Fait que on va aller regarder, on va descendre ça un petit peu pour qu'on ait toute la place. Select étoile from sales.staff. Fait que ici, j'ai une première table qui a à l'intérieur le nom de mes employés, les noms de mes membres d'équipe. Fait que je peux voir ici, j'ai un prénom, un nom de famille, un courriel, des numéros de téléphone, et ainsi de suite. Dans une autre table, qui est ma table de clients, j'ai d'autres informations, leur adresse, leur zip code, ce n'est pas les informations de mes employés, mais j'ai aussi la liste une liste de prénoms, noms de famille. Fait que là, le principe, c'est, j'aimerais ça, être capable de prendre tous les prénoms, puis tous les noms de famille, puis d'en avoir une méga liste ensemble. Fait que pour être capable de faire ça, ce que je peux faire, c'est faire un select qui vont avoir le même nombre de colonnes, puis que les colonnes soient de même type. Fait que en mettant first name, last name, puis en mettant first name, last name ici aussi. Là, les deux tables ont les mêmes noms de colonnes, mais c'est pas nécessaire que les deux tables aient les mêmes noms de colonnes. Fait que si je regarde le premier ici, j'ai les first name, last name de mon staff. On peut voir que j'ai 10 lignes. Pour mes customers, on peut voir que j'ai 1445 lignes avec les first name, last name. Puis là, le principe, c'est que ce que j'ai besoin de faire, c'est juste de mettre l'union entre les deux. Puis là, ça vient de devenir une seule requête. Fait que si je l'exécute, je peux voir que j'ai maintenant 1454 lignes. Là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si je le refais, j'ai, si on va le mettre, j'ai 10 lignes. Et ici, j'ai 1445 lignes.
Fait que là, quand je fais les deux, j'ai 1454. Mais là, c'est pas 10 plus 1445, ça là. Hein? Parce que 10 plus 1445, c'est supposé donner 1455. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'en fait, quand on fait l'union, lui, il va aller faire la comparaison de chacun des éléments. S'il y a des éléments dupliqués, ça veut dire que si dans mes employés, que dans mes customers, j'ai une personne qui a le même prénom puis nom de famille, il ne va pas le dédoubler par défaut. Il va l'enlever, en fait. Fait que là, ce que je peux voir, c'est que j'ai une personne qui est commune avec un prénom, nom de famille. C'est pas nécessairement la même personne, hein, c'est juste le prénom, nom de famille. Mais qui est commune aux deux. Si je veux l'avoir dans ma liste, je vais aller regarder ma syntaxe. J'ai une option facultative qui est le all. Donc, le all me permet de garder les éléments en doublon. Et que si je reviens derrière, puis là, je fais union all pour voir le résultat de ça, je peux voir que j'ai finalement mon 1455 lignes qui est l'union des deux ensemble avec les duplicata possibles. Fait que on a le principe d'union qui prend deux selects. Il faut que les deux selects aient le même nombre de colonnes, que les colonnes concordent dans leur type. Puis lui, il fait juste prendre la première batch, il prend la deuxième batch, puis il les colle ensemble, puis ça devient le nouveau résultat sans rien d'autre à l'intérieur. Il existe deux autres gestions dans le même type que l'union, qui est le except et le intersect. On va aller mettre le lien pour vous. Donc, le except et le intersect travaillent comme l'union. Ça veut dire que ça va être un except, une deuxième requête. Une première requête, intersect, une deuxième requête. Mais à place d'être l'union, la collation des deux, le except va faire en sorte de prendre ceux qui sont à gauche puis qui ne sont pas dans ceux-là de droite. OK, ça veut dire ceux-là moins ceux-là. Hein, c'est comme un left outer join. Si on regarde, j'ai un gentille visualisation aussi avec l'accept. Hein, fait que si j'ai la ligne 1, 2, 3, j'ai la ligne 2, 3, 4, la ligne 2 et 3 étant les mêmes lignes, là, les mêmes noms, ou en tout cas la même représentation d'information, le except va faire en sorte que je vais avoir seulement le 1 de représenté. Parce que le 2 et 3 étaient communs, le 4 était juste de l'autre bord. Fait que si on reprend notre exemple, puis on met le except, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais essayer de mettre les 10 staffs. Puis là, je vais enlever de ces 10-là, possiblement tous ceux qui sont là-dedans. Ici. Là-dessus, faites ce que vous voulez. Puisqu'il était à la fin, okay, on va prendre un autre exemple à la place. On va aller chercher. On va aller se chercher. Celui-là. OK.
Fait qu'on revient avec nos produits. Puis de nos produits, on avait vu qu'on pouvait avoir aussi on va aller faire étoile. Hein, on avait les order items. Hein, fait que ça, c'est, on vient de voir, on a des produits, puis des produits, on a certains order items dans lesquels on a le product ID. Fait que là, une autre manière de savoir c'est quoi les produits qui n'ont pas eu de vente. Hein, ce que je peux aller chercher, c'est dire, ben, je vais chercher les product ID des deux bords. Puis là, je peux dire except entre les deux. Puis je peux voir que j'ai de mes produits 14 produits qui ont aucune sélection dans les product ID. Fait que ça me permet de trouver hein, les product ID qui n'ont pas eu de vente. Après ça, si on veut faire le inner join, il faudrait faire des sous-requêtes. On n'a pas encore cette possibilité-là. Fait que, mais on peut avoir la liste des numéros de produits qui n'en ont pas, qui n'ont pas eu de vente. On a aussi l'intersection. OK? Donc, l'intersection, un peu le même principe, mais si je vais aller. Mais ce coup-là, c'est celui-là qui va chercher les deux en même temps. Donc, ça va juste prendre les lignes qui sont communes aux deux. Donc, un autre exemple, j'ai dans mes différents customers, j'ai une ville qui existe. Puis, j'ai aussi une liste de mes différents magasins. Puis, mes différents magasins existent aussi dans certaines villes. Fait que là, je veux voir lesquels qui travaillent dans les deux. Donc, quels magasins ont des clients qui sont dans la même ville? Oups, j'ai fait le select un petit peu trop. On va juste sélectionner le nom de la ville des deux bords. Et là, je peux voir qu'il y a 3 villes où j'ai un magasin et j'ai des clients à l'intérieur de la même ville. Donc, on a l'union, l'except, puis le intersect qui me permettent d'avoir des collages de lignes. Okay, mais soit que je les enlève, soit que je garde juste ceux qui sont communes, ou soit que je fais juste l'agglomération des deux. Super. Oui. On peut la faire avec Einer, cette sélection. Avec un inner join? Yes. Ça va pas faire... ben, tu peux le faire avec un... tu peux le faire avec un inner join, mais ça ne sera pas le même résultat. Fait que, mettons ici, je fais select. Mettons, je fais select étoile from sales.customers. Puis là, ici, je fais inner join sales.stores. Puis là, je peux dire on. Puis là, je peux prendre la ville. OK, fait qu'ici, je vais faire C. Oups. On va l'appeler S. Fait que C.city est égal à S.city. Là, la problématique, c'est que j'ai les customers. OK?
puis j'ai la ville, puis après ça, j'ai l'information de mon store, OK, qui est rattaché à mon customer. Là, ça me donne un paquet d'informations. Là. Ça me dit pas c'est quoi les villes. Si on fait select city, pas étoile, select city. Non, ça ne donne pas. Ben là, ça c'est une affaire que c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai juste tapé directement city. Ça dit ambiguous column name. OK? Parce que là, en ce moment, j'ai city dans customers, puis j'ai city dans stores. Fait qu'il faut faire attention quand on fait des sélections, il faut donner le nom avec le nom de la table. OK? Puis là encore, j'ai quand même une problématique parce que ça va me donner toutes les lignes qu'il va en avoir. Là, si je voudrais, je pourrais rajouter le distinct. Puis là, effectivement, j'aurais le même résultat. Mais le principe, c'est qu'il a passé vraiment par un méga détour pour arriver à qu'est-ce que moi je recherche là. Merci. J'ai une question de Sine. Monsieur, là, on met CCT, SCT, et on met le égal. Est-ce que les contraintes dans le SGBD sont prises en considération ou non? Qu'est-ce que tu veux dire par contrainte prise en considération? Si on va mettre une autre colonne égale à une autre colonne, bah, pas le même type de colonne. Type de variable. Ici, on pourrait dire S. mettons, store ID. Ouais. Ça ne va pas donner des résultats, mais est-ce qu'il va faire... Ben, là, dans ce cas-là, il va essayer de faire une conversion. OK? Fait que s'il est capable, il va essayer de le faire. Mettons, genre, une valeur d'entier avec une valeur fractionnaire, il va être capable d'essayer de faire la conversion puis d'essayer de voir si ça marche. Mais là j'ai mis une valeur numérique avec un varchar, puis il est comme, je peux pas convertir varchar en int. Désolé. Dans le cas de l'union, donc, qu'est-ce qu'il va faire s'il ne peut pas faire entrer les valeurs? Il va aussi te donner une erreur. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait l'union, on a certaines considérations. Là, OK? Donc, on dit que faut que le nombre de colonnes soit le même, puis que les types de données de ces colonnes-là soient compatibles. OK? Donc, si tu as une colonne qui est des valeurs numériques entières, puis que l'autre que tu veux faire l'union avec des valeurs, mettons, fractionnaires, ben, ils vont tous devenir fractionnaires. Tu sais? Il va convertir. Donc, on doit respecter les règles du SGBD. Exact. Il faut qu'il soit compatible, il ne peut pas faire de la magie. Excellent. Donc, notre dernier sujet de la journée, ça va être la création de vues. Donc là, on a commencé à travailler avec plusieurs différentes requêtes, plusieurs différents éléments qui construisent des informations, en tout cas qui nous donnent des résultats intéressants. Fait que, parfois, ça va être intéressant de sauvegarder ces différentes requêtes-là pour qu'elles soient réindexées, réutilisées par d'autres éléments. Par contre, on a un principe qui nous demande que les informations soient uniques dans notre base de données. On ne veut pas répéter les différentes... on ne veut pas répéter les données pour rien dans la base de données parce que si on commence à répéter des données, ben, ça fait en sorte que si on le change à une place, ça ne changera pas à l'autre place, on va commencer à avoir de l'incongruité à l'intérieur, ça va être problématique. Fait que, on va avoir une version qui va me permettre de créer une fausse table qui va être de l'information de d'autres tables ou d'une autre requête, mais que je vais pouvoir référencer comme si c'était une table. Mais le principe, c'est que c'est une table virtuelle. OK? Donc, il n'y a pas d'information réelle qui est sauvegardée dedans. C'est de l'information dérivée de d'autres endroits, de dérivée en fait d'une autre requête. Fait qu'on va avoir le create view. Si on retourne voir dans notre base de données, on avait les tables. Vous savez qu'on a nos différentes tables. Puis on a une autre catégorie qui sont les vues
disponibles des views. Fait que ça ici, c'est le principe de dire, je vais prendre une requête, puis à la place de juste avoir le résultat éphémère dans ma petite fenêtre, là, je vais sauvegarder cette requête-là comme une vue, puis là, je vais pouvoir y faire référence comme si c'était une table dans le futur. Fait que pour voir les vues, on a besoin de faire create view, okay, parce qu'on crée quelque chose, okay, avec possiblement un schéma, le nom de la vue. On a des options que nous, on ne checkera pas trop. Puis après ça, on va avoir un as. Puis après ça, on va avoir un select. Puis là, le principe, c'est qu'on travaille avec le select depuis maintenant de longues heures. Okay? On est des intermédiaires du select. On va commencer avec des pros la semaine prochaine. Donc, je peux prendre n'importe quel select. Puis en gros, je peux, avant ce select-là, juste faire create view, le nom, as. Puis quand je vais exécuter la requête, à la place de me donner le résultat, ça va sauvegarder cette requête-là dans une vue que je vais pouvoir réutiliser par la suite. On se donne un exemple. Fait que mettons cette requête-là, OK? Qui me donnait des informations à travers différentes tables. C'était quelque chose d'intéressant. J'avais les products avec les dates. OK? C'est quelque chose que je vais faire référence à, mettons, à chaque jour, à chaque semaine. Je ne veux pas avoir à créer cette information-là à chaque fois. Fait que, avant le select, je peux faire un create view. Là, il faut que je donne un nom à la vue, comme si je donne un nom à la table. OK? Fait que là, je peux l'appeler, mettons, product sales date. Puis après ça, j'ai le mot-clé as. Puis on va avoir notre statement. Là, ici, puisque c'est de la création, il faut que ça soit le seul. Fait qu'on on va le prendre, là, puis on va le mettre dans un autre requête tout seul. OK? Fait qu'on prend notre create view, j'exécute ça. Puis là, je peux voir que ça a été fait correctement. Là, si je m'en vais voir les views ici, je peux voir que j'ai maintenant le product sales date qui est là. On peut voir ici qu'il y a un schéma qui a été donné par défaut. Le schéma par défaut dans SQL Server, c'est DBO. Okay? Fait que si je marque rien, c'est comme si j'avais fait DBO, point, de la même manière qu'avec Postgres, c'était comme public, point. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, je peux commencer à faire les selects, étoile, pomme, puis je peux aller chercher directement cette vue-là, qui n'est pas une table, hein? Puis ça me donne le résultat. Puis là, si je veux, je peux tout faire ce que je fais avec une table avec ça. OK? Je ne pourrais pas insérer des nouvelles valeurs dans la vue, parce que là, ça ne marchera pas, parce que ça va pas, c'est une table virtuelle. Mais je peux aller faire des selects, je peux aller faire des jointures, je peux faire des fonctions d'agrégation, je peux faire des regroupements. OK? Tout est disponible à partir de là. Fait que je peux aller chercher juste des noms de colonnes. OK? Je peux aller faire des regroupements, je peux aller demander des éléments distincts. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles avec les vues. Ça fait juste me créer quelque chose. Puis le principe, c'est il n'y a rien de nouveau, là. Tu prends le select, puis tu marques le create view avant as, puis le restant se fait tout seul. Super. Fait que ça, c'est bon. Le principe, c'est que c'est un objet qui a été créé dans la base de données. Si je veux l'enlever, c'est à moi de le dropper, OK? Puis de pouvoir en créer un autre par la suite. J'ai une question de Ossine, ou je ne sais pas si c'est une main levée de tantôt. Monsieur, Oui. donc la vue, elle est mise à jour instantanément à la demande ou chaque Exact. seconde? Elle va toujours être à jour dès que tu vas y faire référence. Donc, lui, ce qui sauvegarde, ce n'est pas les résultats. Ce qui sauvegarde, c'est la requête. Fait que quand,
après ça, je l'utilise, il va comme refaire la requête dans le background pour toi. Fait que c'est toujours les dernières données, là. C'est pas comme un snapshot de quand je l'ai créé ou quoi que ce soit, là. Ce qui sauvegarde, c'est la requête, pas les données. Donc, c'est comme si on veut imbriquer des requêtes dans des requêtes, on peut utiliser les vues directement. Exact. C'est une manière de pouvoir utiliser comme une affaire déjà compliquée puis de le simplifier avec juste un mot pour que ça soit. Le principe des vues, c'est qu'on va l'utiliser quand on a besoin de quelque chose de plus permanent. OK? On va voir dans les semaines prochaines quand on a besoin de quelque chose d'éphémère qui existe juste pour le temps de la requête. On va pouvoir faire des sous-requêtes, on va pouvoir utiliser le with. Il va y avoir des options pour être capable de faire des choses un petit peu plus funky. Le point de la vue, c'est quelque chose qu'on a besoin de manière récursive, quotidienne, et ainsi de suite. C'est une reproduction identique à la table de toutes les contraintes et voilà. Oui, c'est ça. Toutes les règles, tous les éléments, tout reste là. C'est vraiment juste un snapshot d'une requête que je peux faire référence facilement. OK, merci. Parfait. Et ça fait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est à votre tour de travailler. Donc, j'ai mis sur le site de cours des exercices sur les jointures. Donc, comme d'habitude, on a une série de différentes questions. Pour chacune des questions, je vous demande de créer une requête. Donc, je vous demande de créer des vues. Je vous demande d'utiliser les jointures. Donc, pour être capable de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a le restant de la période d'aujourd'hui pour travailler là-dessus. Moi, je vais prendre la vidéo, la mettre sur YouTube. J'essaie de le faire immédiatement pour ne pas l'oublier cette fois-ci. Pour le restant de la période, donc moi, on ferme la séance magistrale. Je reste disponible durant le restant de la période par Zoom. Donc, vous pouvez m'envoyer vos textes, vous pouvez m'envoyer des questions, on peut prendre des appels pour être capable de travailler à travers ces exercices-là. Puis nous autres, on se reverrait après ça la semaine prochaine pour corriger ça, puis continuer à voir nos différentes fonctionnalités du Select. La semaine prochaine, on va commencer à tomber dans des choses un petit peu plus avancées. C'est là qu'on va voir comment imbriquer des selects dans des selects pour être capable d'aller chercher vraiment des concepts puis des questions, répondre à des questions qui sont plus ardues, plus compliquées, plus exhaustives. J'ai une question de Ossine. Monsieur, juste une question à part. L'examen final, ça sera en ligne ou ça sera sur place? Ça va être en ligne aussi. En ligne, OK, merci. Parfait. Donc, ça va être tout pour notre partie magistrale pour aujourd'hui. Vous pouvez prendre une petite pause avant de commencer. Puis, si tout va bien, nous, on se revoit la semaine prochaine à la même chaîne, même batteur. Bonne journée à tous. Merci, monsieur. Au revoir.